On dit que 35 ans de mariage vous apprennent tout sur une personne. Pour moi, ils n'ont fait que confirmer ce que j'ai toujours su. Richard est mon ancre, mon roc inébranlable. Ensemble, nous avons bâti la fondation du Bois Lumière, non pas brique par brique, mais rêve par rêve. J'ai toujours été le visage, la voix qui portait nos convictions dans les galas et les conférences. Mais il en a toujours été le cerveau, l'architecte silencieux de notre succès. Depuis mon diagnostic, ce sentiment s'est intensifié. Ce cancer, qui aurait pu être une tempête dévastatrice, est devenu une épreuve qui a révélé la profondeur de son dévouement. Il gère tout, me protégeant des moindres tracas, me permettant de me concentrer sur l'essentiel. Guérir. Chaque matin, je le regarde s'habiller pour aller au bureau, portant nos ambitions communes sur ses épaules. Et je ressens une gratitude immense. Notre vie, notre œuvre, tout cela est la preuve tangible d'un amour et d'une loyauté que rien ne peut briser. Mon monde s'est rétréci à notre appartement du 16e, un cocon de tranquillité orchestré par Richard. Il insiste pour que je me repose, me disant que la fondation est entre de bonnes mains. Et je le crois. Sophie Moreau, notre brillante directrice de la communication, est d'une loyauté sans faille. Je la vois comme la fille que nous n'avons jamais eue, une disciple passionnée qui travaille sans relâche pour préserver notre héritage. Richard me raconte ses journées, les défis qu'elle et lui relèvent, et je me sens fière, comme une reine-mère observant son royaume prospérer de loin. Ils forment une équipe formidable, me protégeant de la pression du monde extérieur. Ils ont créé autour de moi une bulle de sérénité, un sanctuaire où la maladie est le seul ennemi à combattre. Je suis convaincue que mon seul rôle, pour l'instant, est de me soigner, car je sais qu'ils veillent sur tout le reste. Ma vulnérabilité actuelle n'est qu'une phase, car je suis entourée par les personnes les plus fiables au monde. La journée s'annonçait comme toutes les autres depuis le diagnostic, rythmée par une discipline de fer et un optimisme fragile. Ma séance de chimiothérapie à l'hôpital américain de Paris était un jalon. Une bataille de plus à remporter dans cette guerre silencieuse que je menais dans mon propre corps. J était assise près de la fenêtre de notre appartement du 16e, le regard perdu sur les toits parisiens, rassemblant mes forces mentales pour les heures à venir. C'est alors que le téléphone a sonné. Une voix polie, celle de la réceptionniste de la clinique, m'a informée avec une pointe de regret que mon rendez-vous de l'après-midi était annulé. J'ai froncé les sourcils. Une vague d'incompréhension me submergeant. Annulé? Mais pourquoi? Ai-je demandé, ma propre voix me semblant lointaine. La réponse est tombée comme une lame fine et glaciale. Votre mari a appelé ce matin, Madame Dubois. Il a évoqué une urgence familiale imprévue et a précisé qu'il se chargerait personnellement de reprendre rendez-vous. Une urgence familiale? Richard ne m'avait rien dit. Une inquiétude sourde a commencé à poindre. Richard était la prévenance incarnée. Il n'aurait jamais pris une telle décision sans m'en parler au préalable, sauf si la situation était d'une gravité exceptionnelle. J'ai immédiatement tenté de le joindre sur son portable. La messagerie vocale. J'ai réessayé. Encore la messagerie. J'ai envoyé un message, puis un second, mes doigts tremblant légèrement sur l'écran. Richard. La clinique m'a appelé. Quelle est cette urgence? Tout va bien? Je m'inquiète. Les heures qui ont suivi se sont étirées dans un silence assourdissant, chaque minute qui passait alourdissant l'atmosphère de l'appartement. Je me suis surprise à échafauder des scénarios de plus en plus sombres, imaginant un accident, une crise soudaine à la fondation. J'ai appelé le bureau, mais on m'a dit qu'il était en rendez-vous extérieur avec Sophie. L'angoisse s'est alors muée en un sentiment étrange, un malaise indéfinissable. L'urgence familiale semblait s'être évaporée pour devenir une simple journée de travail. Quelque chose ne collait pas. Pour tromper l'attente, j'ai ouvert Instagram, un geste machinal pour anesthésier mon esprit agité. Je faisais défiler sans but les images d'une vie parisienne insouciante, des vernissages, des déjeuners en terrasse, quand une publication a attiré mon attention. Était une photo postée par une vague connaissance. Une de ces femmes du monde dont la vie entière semblait se dérouler dans des lieux exclusifs. Elle posait au spa du Cheval Blanc, coupe de champagne à la main. Mon regard a balayé l'image, puis s'est figé. À l'arrière-plan, légèrement floue mais parfaitement reconnaissable, se tenait Sophie. Elle riait aux éclats, la tête renversée en arrière, l'image même du bonheur et de la détente. Mon cœur a eu un soubresaut. Sophie, qui devait être en rendez-vous extérieur urgent, avec mon mari, passait visiblement un après-midi de rêve.
Un frisson désagréable a parcouru mon échine. La première fissure dans l'édifice de ma confiance venait d'apparaître, nette et profonde. Mes doigts ont zoomé sur la photo, mon souffle se coupant dans ma poitrine. Je cherchais un indice, une confirmation de ce que mon instinct commençait à hurler. Et je l'ai trouvé. Dans le reflet bombé de la flûte de champagne posée sur la table devant Sophie, une silhouette se dessinait. Ce N était qu'un détail, une distorsion de lumière sur le cristal, mais un détail que je connaissais par cœur. L, éclat métallique, le motif guilloché si particulier du cadran, C était la montre Breguet de Richard, sa montre préférée, celle que je lui avais offerte pour nos 20 ans de mariage. Le choc a été d'une violence inouïe, physique, l'air m'a manqué, comme si on m'avait frappé à l'estomac. L'urgence familiale, le rendez-vous extérieur. Tout n'était qu'un mensonge. Ils étaient ensemble, non pas pour le travail, mais pour une escapade luxueuse, trinquant à ma santé pendant que je devais être en train de recevoir un traitement qui me maintenait en vie. La trahison amoureuse était là, crue, indéniable, étalée sur un écran de téléphone. Mais alors que la douleur cuisante de l'infidélité menaçait de me submerger, une pensée plus froide, plus acérée, a transpercé le brouillard de mon chagrin. Une question terrible a commencé à prendre forme, chassant toutes les autres. Pourquoi? Pourquoi annuler ma chimiothérapie? Une simple liaison n'exigeait pas une cruauté aussi calculée. Ils auraient pas pu trouver n'importe quel autre prétexte, inventer n'importe quelle autre réunion. Annuler une séance vitale pour une journée au spa était un acte d'une perversité insensée. Un risque inutile et dangereux. À moins que le but n'ait jamais été la journée au spa elle-même. À moins que retarder mon traitement, affaiblir ma résistance, ne serve un objectif bien plus sinistre qu'une simple tromperie. À cet instant, la douleur de l'épouse trahie a laissé place à la peur glaciale de la proie qui réalise qu'elle est chassée. Mon combat contre le cancer venait de changer radicalement de nature. L'ennemi N était plus seulement dans mes cellules, il dormait dans mon lit. Le bruit de la clé dans la serrure a été le signal. Richard est rentré, un énorme bouquet de pivoine blanche de chez Lachaume à la main, un sourire contrit sur le visage. Il a commencé son récit, une histoire parfaitement huilée sur une crise de dernière minute avec un donateur majeur, une urgence qui l'avait mobilisé, lui et Sophie, toute la journée. Chaque mot était un mensonge, une insulte à notre histoire, et une vague de fureur brûlante a déferlé en moi. J'ai eu l'envie primaire de hurler, de lui jeter la photo au visage, de voir la panique dans ses yeux lorsqu'il comprendrait qu'il était démasqué. L'image du reflet de sa montre dans cette coupe de champagne tournait en boucle dans mon esprit, un symbole grotesque de sa trahison. Mon corps tout entier était tendu, vibrant d'une rage que je n'avais jamais connue, prêt à exploser et à anéantir notre monde en un instant. Mais je suis restée immobile, le silence devenant mon bouclier alors que le poison de ses paroles se répandait dans l'appartement. Mais alors que nos regards se sont croisés, au-delà de son expression faussement inquiète, j'ai vu autre chose. Quelque chose qui a gelé la lave de ma colère en une glace tranchante. Ce haine n'était pas de la culpabilité que je voyais dans ses yeux, mais de la condescendance. Une pitié feinte pour la pauvre femme malade, si fragile, si déconnectée, si facile à tromper. À cet instant précis, j'ai compris. Le confronter maintenant, dans un éclat de fureur émotionnelle, serait une défaite. Cela ne ferait que les alerter, leur donner l'avantage. Ils me verraient comme une épouse hystérique, une réaction prévisible qu'ils sauraient gérer. Non. La douleur cuisante de la trahison a été supplantée par une lucidité glaciale. Une clarté d'esprit terrifiante. Mon mari N était plus mon mari. C était un adversaire. Et on ne révèle jamais sa stratégie à son adversaire avant que la partie ne soit irrémédiablement gagnée. Ma guerre venait de changer de champ de bataille. Elle se mènerait désormais dans l'ombre, avec le calme et la précision d'un chirurgien. J'ai compris que ma plus grande arme, celle qu'il m'offrait et sans le savoir sur un plateau d'argent, était précisément cette image qu'il se faisait de moi. La femme diminuée par la maladie, émotionnellement compromise, trop faible pour se battre. Très bien. S'ils voulaient une victime, je leur en donnerais une. Je n'allais pas seulement feindre l'ignorance, j'allais embrasser ce rôle, en faire mon camouflage le plus parfait. Je serais la fleur délicate qui a besoin de son tuteur pour ne pas fléchir. Je jouerais la partition de la convalescente reconnaissante,
entièrement dépendante de leur bienveillance. Chaque soupir de fatigue, chaque plainte sur mes effets secondaires, chaque remerciement larmoyant pour leur dévouement serait un acte calculé, une pierre de plus dans la construction de ma forteresse invisible. Ils croyaient me confiner dans une prison de vulnérabilité, mais en réalité, ils me donnaient la clé du théâtre des opérations, un accès illimité à leur confiance aveugle. Un sourire a dû effleurer mes lèvres, mais je l'ai rapidement transformé en un tremblement de faiblesse. J'ai tendu les mains vers les fleurs, mes doigts frôlant les pétales doux comme de la soie. Elles sont magnifiques, mon amour. Merci, ai-je murmuré, ma voix intentionnellement fragile. Je l'ai regardé, m'assurant de remplir mes yeux d'une gratitude innocente. Cette histoire de donateur a l'air si stressante. Tu dois être épuisé. J'ai fait une pause, le laissant savourer sa victoire apparente. Puis, j'ai porté le coup d'envoi de ma propre partie. Dis-moi tout. Comment puis-je t'aider? Même d'ici, je peux peut-être relire un document, donner un avis. Je déteste me sentir inutile. C était la première pierre de mon enquête, posée sous le couvert de la dévotion. Le jeu venait de commencer. Ils avaient fixé les règles, mais c'est moi qui allais écrire la fin, et ils étaient les seuls à ne pas encore le savoir. Mon appartement du 16e, autrefois ma prison dorée, est devenu mon quartier général. Chaque matin, après le départ de Richard, la façade de la femme fragile s'effritait pour laisser place à la stratège. Le rôle que je jouais était épuisant, mais il était aussi mon meilleur atout. Richard et Sophie me voyaient comme une relique, une figure sentimentale confinée à ses souvenirs et à ses traitements. Ils ne se doutaient pas que depuis mon canapé, avec une tasse de tisane et une tablette dissimulée sous un plaid en cachemire, je préparais méticuleusement leur chute. Ma convalescence était le camouflage parfait. Tandis qu'ils me croyaient absorbé par ma lutte contre la maladie, je menais une seconde guerre, bien plus silencieuse et infiniment plus calculée. Chaque soupir de fatigue était une manœuvre. Chaque demande d'aide un mouvement sur l'échiquier. Ils pensaient me contrôler, mais c'est moi qui tirais les ficelles. La première étape fut d'obtenir les clés du royaume. Un soir, alors que Richard se plaignait du poids du travail, j'ai posé ma main sur la sienne, le regard embué d'une fausse admiration. « Tu es si fort, mon amour. Je me sens si impuissante ici. Laisse-moi au moins t'aider un peu. Je pourrais relire des rapports, te donner mon avis. » Ma voix était faible, suppliante. C était une performance digne d'une comédienne. Il a hésité, puis a cédé, flatté dans son ego de sauveur. Le lendemain, j'avais un accès à distance au serveur de la fondation. Pour lui, C était un caprice inoffensif, une façon d'occuper une malade. Pour moi, C était la brèche dans leur forteresse. Il m'avait donné une arme en pensant me tendre un jouet. L'arrogance est le plus grand des aveuglements, et la leur était sans limite. Mon enquête pouvait commencer depuis le confort de mon lit, au cœur même de leur complot. Mon deuxième appel fut pour Hélène Girard, une amie de longue date rencontrée sur les bancs d'HEC, aujourd'hui une sommité de l'expertise comptable judiciaire, officiellement à la retraite. Sa voix était chaleureuse, surprise de mon appel. Je n'ai pas tout révélé, bien sûr. La paranoïa était devenue ma seconde nature. Je lui ai parlé d'un pressentiment, de quelques anomalies que j'avais cru déceler dans les comptes, mettant cela sur le compte de mon inactivité qui me rendait trop méticuleuse. Je deviens folle à force de ne rien faire, Hélène. J'ai besoin de ton œil d'experte pour me rassurer. J'ai insisté pour la payer avec mes fonds personnels, soulignant le caractère absolument confidentiel de la mission. Elle a senti la gravité sous le vernis de ma légèreté. Le silence au bout du fil fut bref, puis elle a accepté. Pour toi, Éléonore, dis-moi juste où regarder. Je lui ai donné les noms de 3 projets récents, tous supervisés personnellement par Richard et Sophie. Ensuite, il me fallait des yeux et des oreilles à l'intérieur. Mon choix s'est porté sur Isabelle, mon assistante personnelle depuis 5 ans. Une jeune femme discrète, intelligente et d'une loyauté farouche, que j'avais toujours traitée avec respect et mentorat. Je l'ai convoquée à l'appartement sous un prétexte anodin. Je lui ai servi un thé, puis je l'ai regardée droit dans les yeux. « Isabelle, j'ai besoin de votre aide, et je dois vous demander une discrétion absolue. » Je lui ai confié une version édulcorée de la vérité, évoquant une possible mauvaise gestion, des décisions prises à mon insu qui mettaient en péril la fondation. Je n'ai pas mentionné la trahison personnelle, seulement le risque pour notre œuvre commune.
J'ai vu la flamme de la détermination s'allumer dans son regard. Elle m'admirait. Et plus important encore, elle aimait la Fondation. Elle est devenue mon agent dormant, mes sens en éveil au milieu du territoire ennemi, chargé de missions qui semblaient banales, mais qui étaient en réalité des actes de renseignement. Hélène n'a pas tardé à trouver la première faille. Une petite ligne de dépenses, un virement de quelques milliers d'euros vers une société de conseil inconnue, pour un rapport sur l'optimisation des dons internationaux. C était insignifiant dans le budget global de la Fondation, un grain de sable. Mais le sable peut enrayer les plus grosses machines. J'ai ressenti une satisfaction froide, chirurgicale. C était la preuve. La première d'une longue série. Je n'ai pas cherché la confrontation. La vengeance est un plat qui se prépare avec patience. J'ai demandé à Hélène de signaler anonymement cette transaction à l'autorité de régulation des fondations. Pas une accusation formelle, juste une simple question. Une demande de clarification. Le but N n'était pas de déclencher un séisme, mais une petite secousse, juste assez pour voir comment ils réagiraient, pour observer leurs fissures sous une pression minime. C était le premier coup de sonde dans leur armure. Richard est rentré ce soir-là plus tard que d'habitude, le front plissé par l'agacement. Il a jeté sa mallette sur un fauteuil et a soupiré bruyamment. Quelle journée! Une paperasse administrative absurde. Une demande de clarification d'un petit bureaucrate trop zélé. On perd un temps fou pour des broutilles. Il a débité son explication en se servant un verre de vin, sans même me regarder. Il me croyait si loin de tout cela. J'ai hoché la tête avec une compassion étudiée, lui servant le rôle de elle, épouse compréhensive. Pauvre chérie, tu ne devrais pas avoir à gérer ces niaiseries. Mais à l'intérieur, je jubilais. Il avait mordu à l'hameçon. Il était contrarié, mais pas encore méfiant. Il attribuait ce désagrément à la malchance, à l'inefficacité du système. Il n'imaginait pas un seul instant que l'attaque venait de l'intérieur de sa propre maison, de la femme qu'il pensait avoir neutralisée. C était parfait. Le moment était venu de planter la première graine de la discorde. Alors que nous dînions, j'ai abordé le sujet de la Fondation avec une douceur calculée. J'ai vu les derniers chiffres de la campagne de communication. Sophie fait un travail absolument remarquable. Elle est si ambitieuse, si brillante. Je me suis arrêtée, comme si je réfléchissais à voix haute. Parfois, j'ai l'impression qu'elle dirige la Fondation mieux que quiconque. J'ai levé les yeux vers Richard, un sourire innocent sur les lèvres. Tu as vraiment de la chance qu'elle te soit si loyale. Chaque mot était choisi, poli comme un galet, conçu pour glisser dans les failles de son ego. Je ne critiquais pas Sophie, au contraire. Je la louais, mais d'une manière qui soulignait son pouvoir grandissant et sa loyauté comme une simple option, pas comme un fait acquis. Je venais d'allumer une minuscule flamme sous le chaudron de sa paranoïa. J'ai observé l'effet de mes paroles sur son visage. Il y eut d'abord un froncement de sourcils imperceptible, puis un raidissement de la mâchoire. Il a tenté de masquer sa réaction par un sourire forcé. Oui, Sophie est très compétente. C'est moi qui l'ai formée, après tout. La pointe de vanité dans sa réponse était exactement ce que j'attendais. Il se sentait obligé de réaffirmer son autorité, non seulement sur elle, mais aussi devant moi. Dans les jours qui ont suivi, j'ai remarqué un changement subtil. Lorsqu'il parlait du travail de Sophie, il utilisait plus souvent le « je » que le « nous ». Il minimisait ses initiatives, les présentant comme de simples exécutions de ses propres stratégies. La graine avait germé. Il ne la voyait plus seulement comme son allié, mais aussi comme une potentielle rivale dont l'ambition pourrait un jour le dépasser. Il commençait à regarder par-dessus son épaule, et c'était tout ce que je désirais. Isabelle m'a fait son premier rapport une semaine plus tard. Elle m'a transmis une copie de l'agenda de Richard et Sophie, sous prétexte de vouloir coordonner mes propres rendez-vous médicaux. J'y ai découvert une série de déjeuners de travail dans des restaurants discrets, loin des cercles habituels de la philanthropie parisienne. Plus troublant encore, elle m'a rapporté une bribe de conversation surprise près de la machine à café. Sophie disait à Richard « Il faut accélérer le processus. Nous n'avons pas de temps à perdre. » Accélérer quel processus? J'ai croisé ces informations avec les données financières qu'Hélène continuait de m'envoyer. Les dates de ces déjeuners coïncidaient avec des transferts d'argent vers de nouvelles sociétés écrans. Les pièces du puzzle s'assemblaient lentement, dessinant une image de plus en plus sombre. Il n'était pas seulement en train de voler,
Il suivait un calendrier précis. Il fallait augmenter la pression. Hélène avait découvert une anomalie bien plus importante. Un contrat de plusieurs centaines de milliers d'euros accordé sans appel d'offres à une entreprise de technologie nouvellement créée, dont les directeurs étaient des prête-noms. L'adresse de l'entreprise était une simple boîte postale au Luxembourg. C était une preuve flagrante de détournement. Cette fois, l'anonymat ne suffisait plus. J'ai demandé à Hélène de faire fuiter l'information, non pas à une autorité, mais à un journaliste d'investigation du Monde, réputé pour sa ténacité et son intégrité. La fuite était soigneusement calibrée. Pas de nom, pas de preuves définitives, juste assez d'éléments pour piquer sa curiosité et l'inciter à poser des questions. Je voulais que la menace vienne de l'extérieur, qu'elle prenne la forme d'un prédateur invisible qui commençait à rôder autour de la fondation. L'effet a été immédiat. L'article du Monde, bien que prudent, a fait l'effet d'une petite bombe. Il posait des questions sur la gouvernance de certaines grandes fondations et citait, sans la nommer, un cas suspect de contrat technologique. Sophie, en tant que directrice de la communication, s'est retrouvée en première ligne. Isabelle m'a raconté la panique qui s'est emparée des bureaux. J'ai pu entendre, grâce à un enregistrement discret qu'elle a réussi à faire, une conversation téléphonique houleuse entre Richard et Sophie. Sa voix à elle était tendue, professionnelle. « Je gère la situation, Richard. » La sienne était au bord de la panique. « Gérer ? Ils parlent de nous. Comment ont-ils su ? Qui a parlé ? » Ils étaient devenus des animaux traqués, cherchant la source du danger partout, sauf là où elle se trouvait. Ils suspectaient un membre du conseil, un concurrent, un employé licencié. Leur monde de certitude commençait à se fissurer. Le soir, j'ai joué le rôle de elle épouse inquiète avec une perfection consommée. « Richard, j'ai lu cet article, c'est terrible. Cela ne peut pas concerner notre fondation, n'est-ce pas ? » Je l'ai laissé me rassurer avec des mensonges. Puis, j'ai porté le coup suivant. « Heureusement que tu as Sophie. Elle est si douée avec la presse. » J'ai marqué une pause, l'air pensif. Mais une affaire comme celle-ci est délicate. J'espère juste que sa grande ambition ne la poussera pas à prendre des risques inconsidérés pour tenter de étouffer le scandale. Parfois, en voulant trop bien faire, on commet des erreurs. J'ai laissé la phrase en suspens, une insinuation vaporeuse mais empoisonnée. Je ne l'accusais de rien. Je m'inquiétais pour elle. Mais le message pour Richard était clair. Sophie, pour sauver sa propre carrière, pourrait prendre des décisions qui le mettraient en danger, lui. La paranoïa que j'avais instillée a porté ses fruits plus vite que je ne l'espérais. Isabelle m'a rapporté une violente dispute entre Richard et Sophie dans son bureau. Porte fermée, mais voix suffisamment forte pour être entendue. Les accusations fusaient. Richard lui reprochait sa gestion de la crise, l'accusant d'attirer l'attention par des démentis trop agressifs. Sophie, de son côté, lui reprochait son amateurisme financier, criant que ses décombines étaient trop visibles. « Tu n'as jamais supporté qu'elle soit la lumière, et maintenant ton ego va tout nous faire perdre », a-t-elle hurlé. C était magnifique. Le duo de conspirateurs implosait sous la pression d'un ennemi qu'ils ne pouvaient identifier. Ils se dévoraient l'un l'autre, exactement comme je l'avais prévu. Leur fondation, bien plus fragile que celle de notre œuvre, s'effondrait. C'est au milieu de ce chaos que l'appel d'Hélène est arrivé. Sa voix était différente, grave. « Éléonore, j'ai trouvé quelque chose. Ce n'est plus seulement financier. » Elle avait réussi à pénétrer plus profondément dans les serveurs et avait trouvé des dossiers personnels de Richard. Dans l'un d'eux, il y avait des recherches et des correspondances avec des avocats spécialisés. Le sujet, une clause très spécifique et rarement utilisée dans les statuts de la Fondation. Une clause qui permettait au conseil d'administration de démettre un fondateur de ses fonctions en cas d'incapacité médicale ou mentale avérée. Mon sang s'est glacé dans mes veines. L'annulation de ma chimiothérapie a soudainement pris un sens nouveau et terrifiant. Il ne voulait non pas seulement mon argent, il voulait m'effacer. Je suis restée assise dans le silence de mon appartement pendant près d'1 heure, la tablette posée sur mes genoux. La satisfaction de ma vengeance naissante s'était évaporée, remplacée par une horreur pure et glaciale. Ce haine n'était pas une simple histoire d'avidité ou de ressentiment. C était un complot d'une cruauté inimaginable. Ils ne se contentaient pas de me trahir. Ils utilisèrent ma maladie, mon combat pour la vie, comme une arme contre moi. Ils voulèrent me faire déclarer folle, incompétente, pour prendre le contrôle total et détruire l'œuvre de ma vie.
Le retard de mon traitement N n'était pas un simple caprice pour une journée au spa. C était une manœuvre stratégique, la première étape d'un plan visant à affaiblir mon corps et mon esprit, à me rendre vulnérable pour le coup de grâce. J'ai compris à cet instant que cette guerre N n'était pas pour la justice. C était une guerre pour ma survie, et je n'avais pas l'intention de la perdre. La voix d'Hélène au téléphone était un écho lointain, mais ces mots résonnaient dans mon esprit comme le glas d'une cathédrale. Incapacité médicale ou mentale avérée. La phrase flottait dans le silence de l'appartement, lourde de sens et de venin. Ce N n'était donc pas seulement une question d'argent, de pouvoir ou de ressentiment. C était une annulation, une tentative d'effacement de mon existence même, non pas par un acte de violence brute, mais par une méthode infiniment plus perverse, la manipulation de ma propre biologie, de ma propre perception. Mon combat contre le cancer, cette lutte intime et sacrée pour la survie, avait été détourné, instrumentalisé. Il ne se contentait pas de me voler, il voulait me déposséder de mon esprit, me faire déclarer folle par le monde entier pour que ma chute soit non seulement totale, mais aussi incontestée. La trahison avait atteint une profondeur abyssale, un lieu où la cruauté devient un art. Je me suis souvenu de toutes ces fois où Richard avait insisté pour assister à mes rendez-vous avec le professeur Lemaire, mon oncologue. Je voyais cela comme la preuve de son soutien indéfectible. Quelle idiote j'avais été. C était de la surveillance. Je me suis remémoré les conversations, les questions faussement innocentes de Richard au médecin sur les effets secondaires cognitifs, le fameux brouillard cérébral. Hélène n'était pas inquiet pour moi. Il construisait son dossier. Le professeur Lemaire, avec ses hochements de tête graves et ses assurances paternelles, n'était pas mon allié dans cette guerre, mais un traître en blouse blanche, un mercenaire qui avait vendu son serment d'Hippocrate pour 30 deniers. Chaque médicament que j'avais ingéré, chaque goutte de chimiothérapie qui avait coulé dans mes veines, était potentiellement un poison administré non seulement pour tuer le cancer, mais aussi pour éteindre la lumière de ma conscience. La peur qui m'a saisie alors était d'une nature nouvelle et terrifiante. Elle n'avait rien à voir avec la crainte de la maladie ou de la mort. C était la peur viscérale de la perte de soi. L'idée que mes pensées, mes souvenirs, ma capacité à raisonner puissent m'y être arrachées, non par la maladie, mais par la malveillance d'un homme qui avait partagé mon lit pendant 35 ans, était une horreur qui dépassait l'entendement. Mon appartement, mon sanctuaire, était devenu une cellule d'isolement psychologique. Mon propre corps était le théâtre d'une conspiration. Je n'étais plus seulement une femme trahie cherchant la justice. J était une prisonnière de guerre sur son propre territoire, et la prochaine bataille se livrerait non pas dans une salle de conseil, mais dans les méandres de mon propre esprit. Leur comportement a changé presque immédiatement, comme s'ils sentaient que le temps leur était compté. Richard est devenu obsédé par mon bien-être, d'une manière étouffante et sinistre. Il a commencé à me ménager, insistant pour filtrer mes appels, gérer mes emails, sous prétexte de me protéger du stress. C était une quarantaine, une manœuvre pour couper mes derniers liens avec le monde extérieur, pour m'isoler complètement avant l'assaut final. Il commentait sans cesse ma fatigue, mes oublis. Un jour, j'ai cherché mes lunettes pendant 1 minute. Il a posé une main sur mon épaule avec un air de profonde tristesse et a murmuré « Ne t'inquiète pas, mon amour, c'est normal. Le traitement te fatigue beaucoup. » Chaque mot était une suggestion, une petite goutte de poison psychologique destinée à me faire douter de moi-même. Sophie, de son côté, jouait la partition de l'assistante dévouée avec un zèle renouvelé. Elle m'apportait des dossiers à la maison, mais me les expliquait avec une lenteur condescendante, comme si je n'étais plus capable de comprendre des concepts simples. « Ne vous fatiguez pas avec les détails, Éléonore, » disait-elle avec un sourire mielleux. « Richard et moi nous occupons de tout. Pensez seulement à vous reposer. » Il construisait un récit, brique par brique, pour le conseil d'administration, pour nos amis, pour le monde. Le récit de la grande Éléonore Dubois, hélas, diminuée, confuse, une ombre d'elle-même, dont l'héritage devait être protégé par les seules personnes capables de le faire. Ils ne se cachaient même plus vraiment. Leur arrogance était telle qu'ils me préparaient à mon propre enterrement social sous mes propres yeux. Je savais que je devais agir, et vite. Mon temps était compté. Le gala de charité annuel de la Fondation, La Nuit Lumière, approchait à grands pas.
C était le événement phare de notre année, une soirée au Palais Garnier qui réunissait tout le Gotha politique, financier et culturel de Paris. C était aussi, je l'ai compris, leur date butoir. C était la scène parfaite pour officialiser la transition, pour présenter Richard comme le nouveau et unique visage de la fondation, le gardien de la flamme de sa pauvre épouse malade. Je n'avais que 2 semaines. 2 semaines pour transformer leur couronnement en leur exécution publique. La première étape était de me procurer la preuve ultime, celle qui anéantirait non seulement leur carrière, mais aussi leur crédibilité en tant qu'êtres humains, la preuve de la conspiration médicale. J'ai contacté Isabelle par un canal sécurisé, une application de messagerie cryptée que je lui avais demandé d'installer quelques semaines auparavant. Mes instructions étaient précises et ne laissaient aucune place à l'erreur. Isabelle, j'ai besoin que vous me trouviez un rendez-vous avec un autre oncologue, un des meilleurs, mais qui n'a aucun lien avec le professeur Lemaire ou la Pitié-Salpêtrière. Il doit être discret et disponible dans les 48 heures. C'est une question de vie ou de mort. Je n'ai pas eu besoin d'en dire plus. La gravité dans ma voix suffisait. Elle a compris que nous étions entrés dans une nouvelle phase de la guerre, une phase où les enjeux étaient devenus absolus. Elle était mon seul lien avec l'extérieur, ma seule chance de percer le mur de ma prison dorée. Organiser ma sortie de l'appartement était un défi logistique digne d'une opération d'exfiltration. Richard ne me quittait presque plus, anticipant mes moindres désirs avec une sollicitude qui me donnait la nausée. Je devais créer une diversion, une fenêtre d'opportunité de quelques heures. J'ai passé une journée entière à me plaindre d'une douleur fantôme à l'épaule, gémissant à chaque mouvement, jouant la comédie de la souffrance avec un réalisme qui m'a moi-même surprise. Le soir, j'ai annoncé, la voix brisée par une fausse fatigue, que ma vieille amie kinésithérapeute, Martine, avait accepté de me recevoir en urgence le lendemain après-midi dans son cabinet du 7e arrondissement. Un nom réel, une adresse réelle, une amitié connue de Richard. C était une couverture plausible, presque parfaite. Le lendemain, alors que je me préparais, Richard a insisté pour m'accompagner. Mon cœur a martelé contre mes côtes, un tambour affolé dans ma poitrine. La panique menaçait de faire voler en éclats mon masque de fragilité. J'ai dû puiser dans des réserves de sang-froid que j'ignorais posséder. Je l'ai regardé avec des yeux larmoyants, posant ma main sur la sienne. « Oh mon amour, tu en fais déjà tellement. Martine est une vieille amie. Ce sera moins un rendez-vous médical qu'un bavardage entre filles. J'ai besoin de me sentir un peu normale, juste pour 1 heure ou 2. S'il te plaît. » J'ai joué sur sa vanité, sur son désir de me voir comme une femme dépendante, mais ayant encore ses petits caprices. Il a hésité, son regard scrutant mon visage. Puis il a cédé. « Très bien. Mais appelle-moi dès que tu as fini. » J'avais gagné un sursis. Le trajet en taxi jusqu'au cabinet du professeur Valois, l'oncologue trouvé par Isabelle, a été le plus long de ma vie. Chaque feu rouge était une torture, chaque embouteillage une menace. J'avais l'impression que les yeux de Richard me suivaient à travers la ville. Le professeur Valois était un homme d'une 50aine d'années, au regard vif et direct. Il m'a écouté sans m'interrompre pendant que je lui exposais mon histoire, lui présentant les analyses de sang que j'avais réussi à faire secrètement via une clinique privée la semaine précédente. Il a étudié les documents, son visage se fermant au fur et à mesure. Le silence dans son bureau était pesant, chargé de la gravité de ce qui était en train de se jouer. Après ce qui m'a semblé une éternité, il a relevé la tête. Ses mots étaient précis, cliniques, et pourtant ils contenaient une colère sourde. « Madame Dubois, vos craintes sont fondées. Les dosages de certains agents dans votre protocole de chimiothérapie ont été inhabituels. Ils ne sont pas optimisés pour combattre votre tumeur, mais ils sont connus pour provoquer des effets secondaires neurologiques importants, notamment la confusion et la perte de mémoire à court terme. En d'autres termes, quelqu'un a délibérément altéré votre traitement pour maximiser les troubles cognitifs au détriment de l'efficacité thérapeutique. C était là, la confirmation, la preuve froide et scientifique de leur tentative de me détruire de l'intérieur. J'ai demandé au professeur Valois s'il accepterait de consigner son expertise dans un rapport officiel et, plus important encore, de témoigner. Il m'a regardé droit dans les yeux et a dit « Ce qui vous a été fait est une abomination médicale et éthique. Vous pouvez compter sur moi. » Je suis sortie du cabinet avec le rapport du professeur Valois caché dans mon sac, un document qui valait plus que tout l'or du monde.
Mais la victoire était amère. Sur le chemin du retour, une vague de chagrin pur m'a submergée, si violente qu'elle m'a coupé le souffle. La confirmation de la trahison était plus douloureuse que le soupçon. Richard, l'homme avec qui j'avais partagé mes rêves, mes peurs, l'homme qui avait tenu ma main lorsque le diagnostic était tombé, avait activement conspiré pour saboter mon traitement, pour utiliser ma lutte pour la vie comme un outil pour me déposséder. La haine que j'ai ressentie à cet instant était une chose pure et glaciale. Ce haine était plus une question de vengeance. C était une question d'éradication. Ils n'avaient pas seulement trahi ma confiance, ils avaient profané l'espoir même de ma guérison. De retour dans ma cage dorée, j'ai repris mon rôle de convalescente. J'ai raconté à Richard ma séance de kinésithérapie, inventant des détails sur les douleurs de Martine et les derniers potins de nos amies communes. Il a semblé avaler l'histoire sans méfiance, trop absorbé par la phase finale de son propre plan. 2 jours plus tard, il a porté le coup qu'il pensait être fatal. Il s'est assis à côté de moi sur le canapé, prenant un air grave et plein de sollicitude. « Éléonore, j'ai longuement parlé avec le professeur Lemaire. Nous sommes tous les deux très inquiets pour toi. Tes pertes de mémoire, ta confusion. Il pense qu'il est impératif de faire une évaluation cognitive complète. J'ai pris l'initiative d'en parler à quelques membres du conseil. Par pure transparence. Ils sont tous d'accord. C'est pour ton bien, mon amour. » L'horloge venait de sonner. Le piège qu'il avait si méticuleusement préparé était sur le point de se refermer. Mais il ne savait pas que sa proie avait déjà rongé les barreaux de sa cage et préparé son propre piège, bien plus vaste et bien plus mortel. J'ai baissé la tête, feignant la résignation et la tristesse. « Si tu penses que c'est nécessaire, Richard, je te fais confiance. » Ces mots, qui autrefois auraient été le reflet de mon amour, étaient devenus les armes de ma duplicité. Il m'a prise dans ses bras, et j'ai dû réprimer un frisson de dégoût en sentant ses mains sur mon dos. Il me croyait vaincue, une marionnette dont il n'avait plus qu'à couper les fils. Son arrogance serait sa perte. Les jours suivants ont été un ballet surréaliste. Pendant que Richard et Sophie finalisaient les préparatifs de La Nuit Lumière, s'assurant que chaque détail de leur triomphe à venir soit parfait, je menais ma propre guerre depuis l'ombre. Avec l'aide d'Isabelle, j'ai secrètement contacté l'équipe technique du Palais Garnier, prétextant une « surprise vidéo » pour mon mari, un hommage émouvant que je voulais garder secret jusqu'au dernier moment. J'ai obtenu les accès nécessaires pour remplacer la vidéo préenregistrée qu'ils attendaient par une diffusion en direct depuis une suite que j'avais réservée à l'hôtel Intercontinental, juste en face. L'équipe, touchée par cette prétendue attention romantique de la part d'une femme malade, a accepté sans poser de questions. J'ai passé des heures à assembler mon dossier, à préparer mon réquisitoire. Chaque pièce du puzzle a été soigneusement mise en place, les relevés bancaires luxembourgeois fournis par Hélène, les enregistrements audio des disputes entre Richard et Sophie capturés par Isabelle, et la pièce maîtresse, le rapport accablant du professeur Valois. Je n'allais pas leur offrir une confrontation privée, ni même un procès. J'allais leur offrir un tribunal public devant les 500 personnes les plus influentes de France, avec les caméras de la presse nationale comme jury. Ils voulaient m'effacer dans l'ombre. Je les anéantirais en pleine lumière. La veille du gala, une tension électrique flottait dans l'appartement. Richard était euphorique, vibrant d'une énergie à peine contenue. Il parlait de l'avenir de la fondation, de nouvelles orientations stratégiques, utilisant le jeu avec une fréquence qui ne laissait aucune place au doute. Il était déjà le roi, se pavanant dans son nouveau royaume. Il m'a montré le discours qu'il comptait prononcer, un hommage vibrant à mon courage, à mon héritage qu'il se jurait de préserver. Lire ces mots, sachant la vérité, a demandé un contrôle de soi surhumain. J'ai hoché la tête. Lui ai suggéré quelques corrections, jouant mon rôle jusqu'au bout. C'est magnifique, Richard. Tu trouveras les mots justes. Ce soir-là, je l'ai regardé dormir, et pour la première fois, je n'ai ressenti ni douleur, ni colère, ni haine. Juste un vide froid et une détermination absolue. L'homme à côté de moi était un étranger, un monstre qui portait le visage de mon mari. Il avait sous-estimé une chose fondamentale chez moi. Il avait confondu ma gentillesse avec de la faiblesse. Il pensait que le cancer m'avait brisé, mais il n'avait pas compris que combattre une telle maladie vous force à puiser en vous une force insoupçonnée.
une volonté de survivre qui balait tout sur son passage. Il m'avait involontairement préparé à cette guerre. Ma bataille contre le cancer m'avait appris à me battre, et demain soir, j'allais lui montrer à quel point J était devenue une bonne élève. Le jour du gala, l'atmosphère était chargée d'une signification presque biblique. C était le jour du jugement. Richard a insisté pour que je me repose, que je conserve mes forces pour regarder les événements à la télévision. Il m'a embrassé sur le front avant de partir, un baiser de Judas sur une femme qu'il croyait déjà morte socialement. « Je penserai à toi ce soir, mon amour », a-t-il dit. « Oh, je n'en doute pas une seconde », ai-je répondu avec un sourire que j'espérais fragile. Dès que la porte s'est refermée, mon équipe est entrée en action. Isabelle est arrivée, suivie d'une maquilleuse et d'une coiffeuse que j'avais engagées. Il n'était pas question que j'apparaisse comme une victime. Je devais être une reine rendant son verdict. Pendant que je me préparais, Isabelle a finalisé les derniers détails techniques avec l'équipe du Palais Garnier. Tout était en place. Le direct était sécurisé, le signal était prêt. Elle m'a tendu une tablette affichant un plan de la salle. « Ils seront là », a-t-elle dit en pointant la scène. « Et les caméras principales sont positionnées ici et là. L'angle sera parfait pour capturer leur réaction. » Son efficacité et son calme étaient mon roc. Dans cette tempête de trahison, sa loyauté était une bouée de sauvetage, un rappel qu'il existait encore de la droiture dans le monde. Je lui ai pris la main. « Isabelle, quoi qu'il arrive ce soir, je ne l'oublierai jamais. » Elle a simplement hoché la tête, ses yeux brillants de détermination. « Il ne mérite rien de moins. » Éléonore. Le choix de ma tenue n'était pas anodin. J'ai opté pour un tailleur Chanel d'un blanc immaculé. Pas une robe de soirée, mais une armure de pouvoir. Le blanc n'était pas la couleur de l'innocence, mais celle de la clarté clinique, de la vérité nue qui allait éclater. Chaque détail, de mes bijoux discrets à mon maquillage sobre mais affirmé, était conçu pour projeter une image de force, de contrôle et d'une autorité incontestable. Lorsque je me suis regardée dans le miroir, je n'ai pas vu une femme malade ou une épouse trahie. J'ai vu une stratège à la veille de sa plus grande victoire, une femme qui avait traversé le feu et qui était prête à réduire en cendres ceux qui l'y avaient jeté. Quelques minutes avant le début de la cérémonie, je me suis installée dans le fauteuil de ma suite d'hôtel, face à la caméra. La fenêtre donnait directement sur la façade illuminée du Palais Garnier. Je pouvais presque sentir l'effervescence, l'attente des invités qui prenaient place. Ils étaient venus pour une soirée de charité, pour célébrer la philanthropie. Ils allaient assister à une exécution. J'ai pris une profonde inspiration, sentant le calme glacial s'installer en moi. La peur et le chagrin avaient disparu, remplacés par une concentration totale. C'était l'aboutissement de semaines de planification, de dissimulation, de souffrance. Était l'heure de la récolte. Dans l'oreillette discrète que je portais, la voix d'Isabelle a murmuré « Il monte bien sur scène, Éléonore. Dans 5 minutes. » J'ai regardé le moniteur de contrôle qui diffusait le direct de la salle. Je les ai vus, Richard et Sophie, souriant, saluant la foule, baignés dans la lumière des projecteurs. Ils savouraient leur triomphe, inconscients du cataclysme qui allait s'abattre sur eux. Ils se croyaient au sommet du monde, alors qu'ils se tenaient au bord du précipice. J'ai fermé les yeux un instant, non pas pour prier, mais pour me souvenir de la femme que j'y étais avant tout cela. La femme aimante et confiante. Je lui ai dit adieu. La femme qui allait parler maintenant était différente, forgée dans la glace de la trahison. Richard a commencé son discours. Sa voix, pleine d'une fausse émotion, a rempli le grand opéra. Il a parlé de mon combat héroïque, de mon esprit indomptable. Chaque mot était un mensonge, une profanation. J'ai écouté son panégyrique, le laissant creuser sa propre tombe avec chaque syllabe. Il a terminé en annonçant la diffusion de mon message vidéo. Un message d'espoir enregistré depuis sa chambre de convalescence. Le public a applaudi, ému. L'écran géant derrière lui s'est allumé, affichant le logo de la fondation. Isabelle a murmuré dans mon oreille « À vous, Éléonore ». Le direct est lancé. J'ai regardé droit dans l'objectif de la caméra et j'ai commencé à parler. Leur plan était d'utiliser ma maladie pour me faire taire, pour me réduire au silence et à l'oubli. Ils voulaient que ma voix soit celle d'une femme affaiblie, un écho lointain relayé par leur fausse bienveillance. Mais ils avaient commis une erreur fondamentale.
En essayant de m'enlever ma santé, ils m'avaient donné une nouvelle raison de vivre, la certitude de leur destruction. Ils pensaient que la chimiothérapie m'avait rendue faible, mais ils n'ont pas compris qu'elle m'avait purgé de toute illusion, de toute pitié. Ils voulaient que je sois une victime silencieuse, mais ce soir, ma voix allait être la seule chose que l'on entendrait, et elle serait aussi tranchante qu'un éclat de verre. J'ai vu leur visage sur le moniteur se figer lorsque mon image est apparue à l'écran, non pas alitée et fragile, mais droite et impériale. La confusion, puis l'incompréhension, et enfin la panique naissante dans leurs yeux. Était la plus douce des récompenses. Le silence qui est tombé sur le palais Garnier était total, absolu. Un silence de 1000 personnes retenant leur souffle, sentant que l'histoire était sur le point de basculer. Ils attendaient un message d'espoir d'une femme malade. J'allais leur donner une leçon de survie. « Merci, Richard, pour tes aimables paroles », ai-je commencé. Ma voix claire et stable résonnant dans chaque recoin de la salle. Mais je crois que nos donateurs méritent une transparence totale. La peur dans le regard de Richard était palpable, même à travers l'écran. Il a compris. Il a compris que le jeu était terminé, que la table avait tourné de la manière la plus spectaculaire et la plus publique qui soit. Il a échangé un regard paniqué avec Sophie, qui était devenue livide. Ils étaient pas piégés sur scène. Sous les feux des projecteurs, des rats pris dans la lumière aveuglante d'une fin inéluctable. Ils avaient voulu faire de cette soirée leur apothéose, le début de leur règne. J'allais en faire leur pilori, le lieu de leur humiliation éternelle. La vengeance-haine était plus un plat qui se mange froid. Était un spectacle qui se regardait en direct. Je savais qu'en cet instant, je n'étais plus seulement en train de me battre pour ma fondation ou pour mon nom. Je me battais pour chaque personne qui avait été trahie, manipulée, sous-estimée. Je me battais contre l'arrogance de ceux qui confondent la maladie avec la faiblesse et la confiance avec la stupidité. Mon combat était devenu plus grand que moi. Était un acte de rébellion contre l'injustice qu'ils incarnaient. Ils avaient voulu me faire passer pour folle. Mais j'allais leur prouver que J était plus lucide et plus dangereuse qu'ils ne l'avaient jamais imaginé. Le rideau allait tomber, mais pas sur ma vie, sur la leur. Mon cœur ne battait pas la chamade. Il était calme, régulier, comme le métronome d'une exécution bien orchestrée. J'avais traversé l'enfer, et j'en étais revenu avec le feu du jugement dans les yeux. Ils avaient allumé l'incendie, pensant que je serais leur seule victime. Ils n'avaient pas prévu que je reviendrais des flammes, non pas comme une survivante en cendres, mais comme un phénix prêt à les consumer à leur tour. Leur escalade désespérée, leur tentative de m'empoisonner l'esprit et le corps, n'avaient fait que justifier ce qui allait suivre. Une annihilation totale, méthodique et sans pitié. L'ironie de la situation était délicieuse. Ils avaient fait de moi une prisonnière dans ma propre maison, me coupant du monde extérieur. Mais ce soir, c'est moi qui les avais enfermés sur la plus grande scène de Paris, les coupant de tout échappatoire. Chaque visage dans le public était un témoin, chaque caméra un juge. Il n'y aurait pas d'appel, pas de circonstances atténuantes. Juste la vérité, brute et dévastatrice. J'ai regardé une dernière fois leur visage décomposé sur l'écran et j'ai su, avec une certitude absolue, qu'ils ne se relèveraient jamais. Le spectacle pouvait commencer. J'ai pris une courte pause, laissant le silence s'installer, laissant la tension monter à un niveau insoutenable. Je voulais qu'ils savourent chaque seconde de leur agonie, qu'ils sentent le poids de chaque regard posé sur eux. Ils avaient voulu me faire disparaître en douceur, dans le secret d'un diagnostic médical frauduleux. Était une grave erreur de calcul. Je n'ai jamais été une femme de demi-mesure. S'ils voulaient la guerre, ils auraient une guerre totale. Et leur capitulation ne serait pas négociée. Elle serait diffusée en direct. La première diapositive est apparue sur l'écran géant derrière eux, un simple numéro de compte bancaire au Luxembourg. J'ai vu Richard vaciller, comme s'il avait reçu un coup physique. Sophie a porté une main à sa bouche, son masque de professionnalisme se fissurant pour révéler la panique pure en dessous. Le public a émis un murmure collectif, une onde de choc qui a parcouru la salle. Ce haine était que le début. J'avais tout un arsenal de preuves à leur présenter et j'allais prendre mon temps pour détailler chaque trahison, chaque mensonge, chaque crime. Ce n'était pas une vengeance. Était une dissection. Leur plan reposait entièrement sur ma faiblesse supposée. Ils avaient parié que le traitement me rendrait trop fatiguée,
trop confuses, trop malades pour me battre. Ils avaient vu une femme à genoux et avaient cru qu'elle était vaincue. Mais ils n'ont pas compris que c'est à genoux que l'on prie, que l'on se recueille et que l'on trouve la force de se relever. Ma maladie n'avait pas été ma faiblesse. Elle avait été mon creuset. Elle m'avait dépouillé de tout ce qui n'était pas essentiel et m'avait laissé avec une seule chose, la volonté de vivre. Et ce soir, cette volonté allait être leur fin. Mon regard n'a pas quitté l'objectif de la caméra. Je ne parlais pas à une foule anonyme. Je parlais à Richard. Chaque mot était pour lui. Je voulais qu'il entende dans ma voix non pas la femme qu'il avait essayé de détruire, mais le juge qui prononçait sa sentence. Il avait voulu écrire le dernier chapitre de ma vie, un chapitre de déclin et d'oubli. Il allait découvrir avec horreur que j'avais repris la plume, et que le chapitre que Jeja était en train d'écrire était le sien. Et il se terminait ce soir. Merci, Richard, pour tes aimables paroles. Ai-je commencé, ma voix résonnant, claire et stable, dans le silence de mort qui s'était abattu sur le palais Garnier. Mais je crois que nos donateurs, nos partenaires et tous ceux qui soutiennent notre cause méritent mieux que des hommages. Ils méritent une transparence totale. Sur l'écran géant derrière eux, mon visage a été remplacé par une simple ligne de texte. Les coordonnées d'un compte bancaire au Luxembourg. J'ai vu Richard chanceler, comme s'il venait de recevoir un coup en pleine poitrine. Sophie est devenue blême, sa main se crispant sur son pupitre. Dans la salle, un murmure a parcouru les rangs, une onde de choc collective. Ce n'était pas le message d'espoir larmoyant qu'ils attendaient. C'était le début d'un réquisitoire. Ils étaient piégés sur scène, sous les feux des projecteurs, transformés en accusés dans le tribunal que j'avais moi-même érigé pour eux. Le spectacle ne faisait que commencer, et j'allais en être la seule metteuse en scène. J'ai poursuivi, ma voix toujours aussi calme, clinique, alors que des diagrammes et des relevés de transactions défilaient à l'écran. Ce compte, alimenté par des virements provenant de sociétés écrans, a reçu près de 3 millions d'euros au cours des 18 derniers mois. Des fonds qui auraient dû financer la recherche sur les maladies neurodégénératives, mais qui ont plutôt financé des acquisitions immobilières à Genève et un style de vie que notre fondation n'a jamais eu vocation à soutenir. Je n'élevais pas la voix, je ne les accusais pas directement. Je me contentais de présenter les faits, froids et irréfutables, compilés par Hélène. Chaque diapositive était un clou de plus dans leur cercueil. Dans la salle, les murmures se sont transformés en exclamations étouffées. Les journalistes présents commençaient à prendre frénétiquement des notes. Je les observais sur mon écran de contrôle, Richard et Sophie, immobiles, pétrifiés, leur sourire de façade s'étant effondré pour révéler le masque hideux de la panique. Ils ne pouvaient ni parler, ni fuir. Ils étaient simplement là, exposés. Mais la fraude financière, aussi abjecte soit-elle, n'est que la partie visible de la trahison. Ai-je continué, faisant monter la tension d'un cran. L'écran est devenu noir, puis le son d'un enregistrement a rempli la salle. C'était la voix de Sophie, capturée par le téléphone d'Isabelle. Il faut accélérer le processus. Nous n'avons pas de temps à perdre. Puis celle de Richard. Le maire a confirmé qu'avec les nouvelles doses, elle sera complètement confuse d'ici la semaine prochaine. Le conseil ne verra qu'une femme sénile. Personne ne contestera l'incapacité. Entendre leur voix, si familière, prononcer des mots si monstrueux a provoqué un frisson d'horreur dans l'audience. Ce n'était plus une histoire de détournement de fonds. C'était une conspiration, une tentative de me déposséder de mon esprit, de ma propre identité, racontée par les coupables eux-mêmes. Le silence dans la salle était désormais total, lourd, suffocant. J'ai fait une pause, laissant le poids de leurs paroles s'installer. J'ai regardé droit dans l'objectif, comme si je pouvais sonder chaque âme dans cette salle. Pendant 35 ans, j'ai cru bâtir une œuvre sur la confiance et l'amour. J'ai découvert que je n'étais qu'un obstacle dans le chemin d'un homme rongé par le ressentiment d'avoir toujours été dans mon ombre et d'une femme dévorée par une ambition sans limite. Ils n'ont pas vu ma maladie comme une tragédie, mais comme une opportunité. L'opportunité de m'effacer. Mon ton n'était pas celui de la pitié, mais celui d'un constat clinique. Je ne demandais pas la compassion du public. Je leur demandais d'être les témoins du jugement. Je leur exposais la psychologie de mes bourreaux, la mécanique sordide de leur trahison, pour que leur chute soit non seulement comprise, mais aussi méritée dans toute son ampleur. C'était le moment du coup de grâce.
Pour me déclarer inapte, il leur fallait des preuves médicales. Mais quand la réalité ne coopère pas, on peut toujours la fabriquer. Une nouvelle vidéo a commencé. On y voyait mon entretien avec le professeur Valois, un autre oncologue de renom. Sa voix était grave et professionnelle alors qu'il expliquait, graphiques à l'appui, comment mon protocole de chimiothérapie avait été délibérément altéré. Les agents utilisés et leur dosage, expliquait-il, ne visaient pas une efficacité thérapeutique maximale contre la tumeur. Ils étaient spécifiquement combinés pour induire des effets secondaires neurologiques sévères, confusion, perte de mémoire, ce que l'on appelle un brouillard cérébral. C'est une faute médicale et éthique d'une gravité sans précédent. Un cri d'effroi a fusé quelque part dans le public. L'impensable venait d'être prouvé, non par moi, mais par un expert incontestable. Pour achever de sceller leur destin, j'ai diffusé le dernier enregistrement. Un appel téléphonique entre Richard et le professeur Lemaire, mon propre oncologue. La voix de mon mari était nette, sans ambiguïté. Assurez-vous simplement qu'elle ne soit pas en état de comprendre ce qui se passe lors de la réunion du conseil. C'est tout ce que je vous demande. Votre prime en dépend. Le son de sa voix, si calme en orchestrant la destruction de mon esprit, a été le coup fatal. On aurait pu entendre une mouche voler dans l'immense salle du Palais Garnier. Toute l'assemblée venait d'entendre la preuve ultime, la confession involontaire qui anéantissait toute possibilité de déni. J'avais exposé non seulement leurs actions, mais l'âme noire qui les avait motivées. Il n'y avait plus rien à ajouter. La vérité était là, nue et monstrueuse, projetée en lettres de feu sur le mur de leur arrogance. Mon travail était terminé. Je suis restée silencieuse. Mon visage en gros plan sur l'écran, simple observatrice du chaos que j'avais déclenché. Tous les regards se sont détournés de moi pour se river sur les deux figures pathétiques sur scène. C'est Richard qui a craqué le premier. Dans un accès de panique pure, il s'est tourné vers Sophie, son visage déformé par la rage, et a sifflé assez fort pour que son micro capte ces mots. « C'est toi et ton ambition démesurée qui m'a poussé à faire ça. » Sophie, réalisant qu'il tentait de la sacrifier, a explosé. « Menteur !» a-t-elle hurlé, son masque de sophistication volant en éclats. « C'était pour ton ego misérable. Tu n'as jamais supporté qu'elle soit la lumière, qu'elle soit aimée. Tu voulais tout, son nom, sa fondation, son héritage. Leur dispute ignoble, un déballage d'accusations mutuelles, a offert au public et aux caméras un spectacle encore plus sordide, confirmant chaque détail de leur complot dans une implosion de haine réciproque. Alors que les agents de sécurité commençaient à monter sur scène et que les flashs des photographes crépitaient, j'ai repris la parole une dernière fois, ma voix couvrant leur cacophonie. La fondation du Bois Lumière a été souillée, mais elle ne mourra pas ce soir. Elle renaîtra. J'ai regardé une dernière fois dans l'objectif, non plus comme une vengeresse, mais comme la dirigeante que j'étais redevenue. Le travail continue. La lumière ne s'éteindra pas. Sur ces mots, j'ai fait un signe discret à Isabelle. L'écran est devenu noir. Dans le silence de ma suite d'hôtel, j'ai écouté les sirènes qui commençaient à retentir au loin. Ce n'était pas le son de la fin. C'était le son d'un nouveau commencement. Le mien. Le direct s'est coupé. Dans le silence assourdissant de ma suite d'hôtel, je suis restée immobile, le regard fixé sur l'écran noir. De l'autre côté de la fenêtre, le Palais Garnier, autrefois symbole de notre apogée, était devenu la scène d'un anéantissement public. Je n'ai ressenti ni euphorie, ni joie vengeresse. Juste un calme sidéral, le vide profond qui suit le passage d'un ouragan. Les sirènes lointaines, qui se rapprochaient inexorablement, n'étaient pas pour moi une musique de victoire, mais la ponctuation finale d'un chapitre de ma vie que je venais de réduire en cendres de mes propres mains. Isabelle est entrée doucement dans la pièce, son visage un mélange de respect et d'admiration. Elle n'a rien dit, comprenant que ce moment n'appelait pas les mots. Ce N n'était pas une célébration. C était la conclusion d'une guerre nécessaire, et le premier instant d'une paix que je devais maintenant apprendre à habiter seule. La phénix ne chante pas en renaissant de ses cendres, elle observe d'abord le monde qu'elle s'apprête à reconquérir. Les jours suivants furent un tourbillon médiatique que j'ai observé depuis mon appartement, transformé en forteresse et en quartier général. Les visages de Richard, Sophie et du professeur Lemaire, hagards et menottés, faisaient la une de tous les journaux. L'affaire de la nuit lumière, comme la presse l'avait baptisée,
était devenu un scandale national. Un drame shakespearien qui fascinait et horrifia la France entière. Je suis restée silencieuse, refusant toute interview, laissant les preuves parler pour moi. Chaque article, chaque reportage télévisé ne faisait que confirmer la solidité de mon dossier. Mon silence n'était pas un signe de faiblesse, mais une démonstration de pouvoir absolu. Je n'avais plus besoin de me justifier. J'avais orchestré leur chute avec une telle précision que le monde entier était devenu le procureur de mon procès. Je les avais livrés à l'opinion publique, et celle-ci se chargeait désormais de leur déchéance avec une voracité que je n'aurais jamais pu égaler. La première épreuve fut la réunion d'urgence du conseil d'administration. Ils m'attendaient, pâles et terrifiés, craignant pour l'avenir de la fondation et pour leur propre réputation. Ils s'attendaient à trouver une femme brisée, une victime cherchant leur pitié. Je suis entrée dans cette salle, non pas en tailleur Chanel blanc, mais dans une tenue sobre et sombre, l'uniforme du travail. Je n'ai pas parlé de la trahison, ni de ma douleur. J'ai posé sur la table un plan de restructuration de 50 pages que j'avais préparé pendant des semaines. Un audit complet, une refonte de la gouvernance, une charte éthique inviolable. Je n'étais pas venue pour pleurer sur les ruines, j'y étais venue pour leur montrer les plans du nouvel édifice. À la fin de ma présentation, le silence fut total. Puis, un des membres les plus âgés a pris la parole, sa voix empreinte d'un respect nouveau. « Madame Dubois, la fondation est à vous. Dites-nous simplement ce que nous devons faire. » Ma première action en tant que présidente exécutive unique a été une purge, rapide et chirurgicale. Tous ceux dont la loyauté avait été envers Richard, tous ceux qui avaient fermé les yeux ou profité de son système, ont été convoqués dans mon bureau. Il n'y a eu ni cri, ni reproche, juste une lettre de licenciement pour faute grave et un agent de sécurité pour les raccompagner à la porte. En moins de 48 heures, l'organigramme de la fondation a été entièrement redessiné. J'ai promu Isabelle au poste de directrice de cabinet, reconnaissant sa loyauté et son intelligence exceptionnelle. J'ai fait appel à de jeunes talents, des femmes et des hommes brillants qui croyaient en la mission originelle de notre œuvre. Je ne reconstruisais pas seulement une structure, je rebâtissais une culture, basée sur l'intégrité, la transparence et un dévouement sans faille à la cause, et non à l'homme qui la dirigeait. La bataille financière a été menée en parallèle, avec une froide efficacité. Mes avocats, recommandés par Hélène, ont lancé des procédures en France, en Suisse et au Luxembourg. Les avoirs de Richard et Sophie ont été mis sous séquestre. Chaque centime détourné a été traqué, chaque bien immobilier mal acquis a été saisi. Le processus de divorce a été d'une brièveté exemplaire. Richard, depuis sa cellule, a tenté une dernière manœuvre, m'envoyant une lettre manuscrite où il évoquait nos 35 années de souvenirs. Mon avocat a répondu par une simple proposition. Il renonçait à tout, absolument tout, en échange de ma promesse de ne pas poursuivre civilement sa famille. Il a signé sans hésiter. Je n'ai pas récupéré seulement l'argent qu'il m'avait volé. J'ai repris le contrôle de chaque parcelle de l'Empire qu'il avait cru s'approprier. Il ne lui restait rien, si ce n'est le poids de ses crimes et les longues années de prison qui l'attendaient. La victoire la plus importante, cependant, fut la plus intime. Libérée de l'influence toxique du professeur Lemaire, j'ai été prise en charge par une nouvelle équipe médicale, dirigée par le professeur Valois lui-même. Mon protocole de traitement a été entièrement revu, adapté cette fois-ci à ma guérison et non à ma destruction. Mon corps, libéré du poison de la trahison, a commencé à répondre de manière spectaculaire. Les effets secondaires neurologiques se sont dissipés, remplacés par une clarté d'esprit que je n'avais pas connue depuis des mois. 6 mois après la nuit lumière, alors que je dirigeais une réunion stratégique, mon téléphone a vibré. Était un message du professeur Valois. Un seul mot, rémission. J'ai accusé réception d'un simple hochement de tête et j'ai continué la réunion. Les larmes sont venues plus tard, seule dans mon bureau, des larmes non pas de tristesse, mais de libération. J'avais survécu, à tout. Le moment était venu de faire face au monde. J'ai organisé une grande conférence de presse, non pas dans un hôtel ou un centre de conférence, mais dans le grand hall de la Fondation, sous le regard des portraits de grands scientifiques que nous avions financés. Je portais du rouge, la couleur de la vie et de la passion. Devant des dizaines de caméras, je n'ai pas consacré une seule phrase au scandale passé.
J'ai parlé de l'avenir, de la recherche, de l'espoir, des vies que nous allions sauver. Et j'ai fait l'annonce finale. Pour marquer ce nouveau départ, pour honorer la résilience de cette institution, la Fondation Dubois Lumière change de nom. Elle s'appellera désormais la Fondation Éléonore Dubois. C était plus qu'un changement de nom, C était un acte de réclamation. J'effaçais son nom de notre histoire commune, ne laissant que le mien, celui qui avait enduré, combattu et triomphé. Sous ma direction, la Fondation a connu une renaissance spectaculaire. Les dons ont afflué, plus importants que jamais, venant de personnes qui admiraient non seulement notre mission, mais aussi la force de celle qui la portait. J'ai lancé une nouvelle initiative majeure, un fonds spécial dédié à la promotion de l'éthique dans la recherche médicale, pour s'assurer que jamais plus un médecin ne puisse trahir son serment pour de l'argent. J'ai transformé ma blessure la plus profonde en une arme pour protéger les autres. Je travaillais sans relâche, non plus avec la ferveur d'une passionnée, mais avec la précision d'une stratège qui connaissait la valeur de chaque décision. Mon travail N était plus une vocation partagée. C était mon royaume, et j'en étais la seule et unique souveraine. Le verdict du procès est tombé 1 an plus tard. Richard et le professeur Lemaire ont été condamnés aux peines maximales pour escroquerie en bande organisée, abus de confiance et administration de substances nuisibles. 20 ans de prison. Sophie, pour sa complicité, a écopé de 12 ans. J'ai appris la nouvelle par une alerte sur mon téléphone alors que J était en route pour Genève. Je l'ai lu, j'ai effacé la notification et j'ai replongé dans mes dossiers. Leur destin ne m'intéressait plus. Ils n'étaient plus des adversaires, ni même des souvenirs douloureux. Ils n'étaient plus rien. De simples fantômes relégués aux archives judiciaires, des notes de bas de page dans l'histoire de ma résurrection. Leur punition n'était pas ma victoire. Ma victoire était la vie que je construisais sans eux. Des mois plus tard, je me tenais seule dans la grande salle du conseil d'administration. La nuit tombait. Les lumières de Paris scintillaient à mes pieds. Une mer de diamants sur un écrin de velours. C était ce bureau que Richard avait tant convoité, ce panorama qu'il voulait faire sien. Il l'avait obtenu, mais il n'avait pas su le garder. J'ai repensé à la femme que J était, celle qui croyait que l'amour était un roc inébranlable, que la loyauté était acquise. Elle n'était pas stupide, elle était confiante. Elle n'était pas faible, elle était aimante. Je ne la méprisais pas, je la remerciais. Car c'est de ces cendres que j'étais née. La trahison ne m'avait pas seulement endurci, elle m'avait révélé à moi-même. Je n'étais plus la moitié d'un couple de pouvoir. J était une force singulière, entière, autonome. La femme qui regardait Paris ce soir-là était ni la victime innocente du début, ni la vengeresse glaciale du milieu. C était une reine qui avait reconquis son royaume, non pas par droit de naissance, mais par la force de sa volonté et l'acuité de son intelligence. Elle avait appris la leçon la plus dure qui soit. Le seul amour sur lequel on peut bâtir un empire éternel est l'amour de soi, et le mien était désormais indestructible. J'ai tourné le dos à la fenêtre, un léger sourire aux lèvres. La nuit était finie. Une nouvelle journée de travail m'attendait. La fondation, mon héritage, n'était plus la preuve d'un amour partagé, mais le témoignage de ma propre force. Chaque vie sauvée, chaque avancée scientifique financée, porterait désormais l'empreinte de ma résilience. J'avais traversé le feu non seulement pour survivre, mais pour apprendre à maîtriser les flammes. Richard avait voulu être le cerveau, me laissant être le cœur. Il n'avait jamais compris que le cœur n'est pas seulement un organe d'émotion, c'est un muscle puissant qui pompe la vie et qui, même après avoir été brisé, peut se reconstruire. Plus fort et plus déterminé que jamais. J était guéri, J était libre, et J était enfin et complètement moi-même. Mon histoire n'était pas une tragédie, C était l'histoire d'une naissance. Vous avez aimé cette histoire? Laissez un like, abonnez-vous à la chaîne et dites-nous dans les commentaires depuis quelle ville vous nous regardez. Et si vous connaissez quelqu'un qui a besoin d'entendre un message de force et de résilience, partagez cette vidéo avec lui. Chaque histoire compte, et la vôtre aussi. À bientôt pour un nouveau récit.